À quoi sert l'autorité ? Il me semble que l'autorité est née du pacte social, ou du moins de cette illusion-là. On nous enseigne que pour éviter que les hommes ne s'entre-déchirent, ils auraient conclu un accord, renoncé à une part de leur liberté en échange d'une forme de sécurité commune. On attribue cette idée à Hobbes, à Rousseau, à d'autres encore. Sur le papier, l'idée est belle. Un monde où l'autorité est le fruit du consentement. Mais au fond, je me demande si ce pacte a réellement été honoré. Il me semble qu'en fait, nous sommes nés sous contrat, sans jamais avoir choisi. C'est un contrat dont nous ne connaissons pas vraiment les termes, que personne ne nous a lu à voix haute, que nous n'avons pas nous-mêmes signé, mais auquel nous sommes censés adhérer sans discuter. Une sorte de « j'accepte les conditions générales » cliquées à la naissance. Avant même nos premiers pas, le monde est balisé, hiérarchisé, normé. Nos libertés sont déjà encadrées. Nous ne questionnons plus l'autorité, nous la subissons. Nous ne participons plus aux réflexions des lois, elles nous sont imposées par des mécanismes qui échappent à notre contrôle. Un exemple frappant de cette dérive est l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution française. Son usage s'est intensifié ces dernières années. Sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, entre 2022 et 2024, le 49.3 a été utilisé 23 fois, notamment pour faire passer des lois budgétaires et la très contestée réforme des retraites, sans vote des députés, sans débat parlementaire réel. Ce recours massif à un article d'exception a suscité de vives critiques. Non seulement il a contourné le débat démocratique, mais bafoué le principe même de représentativité. Car au même moment, combien de citoyens étaient dans la rue pour exprimer leur désaccord ? Grèves, manifestations massives, pétitions, tribunes, les prises de parole s'enchaînaient. Une majorité du peuple français exprimait son refus clairement, pacifiquement, obstinément. Et pourtant, la loi est passée. Les lois sont passées. Comment appelle-t-on une société où le peuple désapprouve et où ses représentants sont ignorés ? Est-ce encore une démocratie ou bien un régime représentatif vidé de sa substance, une forme sans fond, un rituel creux, où l'on feint d'écouter pour mieux imposer ? Il ne s'agit pas ici de nier la complexité d'un pouvoir, mais simplement de poser une question honnête. Est-ce cela gouverner ? Gouverner contre le peuple ? Il me semble que nous avons glissé d'un idéal à une mécanique, et que cette mécanique, quand elle écrase ce qu'elle était censée servir, devient l'un des visages de l'autorité aveugle. Alors, faut-il continuer à accepter sans s'indigner ? Comment se faire entendre par un système sourd ? Faut-il toujours et encore obéir ? Cette question, Henri David Thoreau se l'est posée en 1849 dans un texte fondateur intitulé « La désobéissance civile ». Il y écrivait « Ce n'est pas parce qu'un gouvernement a la majorité qu'il a raison ». Pour lui, il existe des moments où obéir, c'est collaborer à l'injustice, où le citoyen doit cesser d'être un rouage et redevenir une conscience. Thoreau refusa de payer ses impôts car il ne voulait pas soutenir une guerre qu'il jugeait injuste, ni un État qui maintenait l'esclavage. Il fut emprisonné. Mais sa pensée, elle, est restée vivante, parce qu'elle repose sur une idée simple et puissante. Si la loi est injuste, il est du devoir moral de ne pas la suivre. Il s'agit de désobéissance éthique, du retrait du consentement. Et aujourd'hui, alors que des lois passent contre la vie du peuple, que les débats sont réduits à des monologues technocratiques et que la rue est méprisée, peut-être qu'il est temps à nouveau de se demander « et si désobéir était la solution ?» Mais est-ce que désobéir est vraiment possible ? Et si ce n'est pas la désobéissance, alors comment faire entendre une voix dans un système qui a coupé le micro ? Je n'ai pas de réponse définitive, seulement des pistes, des réflexions. Désobéir frontalement aujourd'hui expose. On nous regarde, on nous isole, on nous accuse d'être extrêmes, radicaux, dangereux. Même quand notre non est calme, même quand notre non est juste, alors peut-être que la désobéissance la plus féconde, c'est celle qui échappe au radar. Ce sont ces voix qui ne passent pas par les micros officiels, ces solidarités qui contournent les institutions, ces graines semées qui poussent en marge des autoroutes du progrès. Peut-être que résister aujourd'hui, ce n'est pas forcément crier plus fort, mais refuser de chanter la même chanson, inventer d'autres rythmes, d'autres langages, faire un cercle quand on nous veut en rang. Peut-être que notre voix ne doit pas percer le bruit, mais le décaler, le traverser, l'éroder. Et si le micro est coupé, alors écrivons sur les murs, dans les cahiers, dans les regards, dans les silences, en dessinant, en alertant, mais en ne restant pas sans réaction. Car ne rien dire, c'est déjà dire. Ne rien faire, c'est déjà faire. C'est là que me revient la voix de Stéphane Hessel, lui qui, à 93 ans, lançait un appel simple et brûlant. Indignez-vous. Il n'appelait pas à la guerre, il appelait à l'éveil,
à ne pas s'habituer à l'injustice, à ne pas normaliser l'humiliation, la violence sociale, l'indifférence politique. Il écrivait « Le motif de la résistance, c'était la dignation. Nous, anciens résistants, appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous vous disons, prenez le relais, indignez-vous. » L'indignation n'est pas un cri stérile, c'est un mouvement intérieur qui dit « Ce monde ne peut pas rester tel qu'il est. » Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas encore l'action, mais c'est le commencement du refus. Et dans ce monde qui banalise l'inhumain, peut-être que s'indigner, c'est déjà désobéir.